Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h30 Eric Gator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tous azimuts, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gator. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur les ondes de la radio. Taxi Presse de ce mercredi 22 mars. C'est avec Justin Anani, l'administrateur principal du site togovision.com. Olivier Adja, le patron de l'agence de presse AfriPresse. Isidore Akolor, le directeur de publication du journal Actu Express. Et Tchakala Alirou, le directeur de publication du journal Courrier de la République. Nous aborderons entre autres sujets le projet de relecture du Code de la presse et de la communication. Le débat a été lancé hier par la HAC lors d'un atelier. Dans le milieu de la presse, on crie déjà au loup. Des inquiétudes fondées. Mes confrères donneront leur avis sur le sujet. On abordera également la question liée donc à la résolution des crises dans le secteur de l'éducation. Un début de solution a été trouvé. Comment l'opinion apprécie cela-t-elle? On le verra à travers les confrères en studio. Bienvenue. Taxi Presse. Avec le quotidien Forum de la semaine, l'élection à la Confédération africaine de football d'un nouveau président accueilli avec joie au Togo, les raisons profondes de l'antipathie viscérale des Togolais pour Ayatou, c'est ce que vous découvrirez dans l'article à la page 3 du journal Forum de la semaine. Journée internationale de la femme, Obu rend hommage aux femmes et défend les droits des enfants à une scolarité apaisée. L'article est dans le journal et puis si vous voulez, 3 personnes prises en flagrant délit de vente d'un mineur. Qu'est-ce que c'est véritablement? Vous achetez le journal Forum de la semaine, vous avez tous les détails. Et puis de l'eau potable offerte à la population de Tiviépé par le lien ou le Lions Club Lomé Saphir. Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien Forum de la semaine. L'autre quotidien aussi dans le kiosque ce matin, c'est Liberté. Vague d'arrestations à Ouassem, le groupe impliqué dans la surfacturation citée dans le vol de carburant aussi, révèle ce matin le confrère Liberté. Amour sélectif pour les corps de métier, Fort Gnassingbé aux petits soins des corps habillés, les autres secteurs civils abandonnés, écrit Liberté. Et puis Sommet Afrique-Israël, Robert Doucet et Bruno Finel, les instigateurs de cette rencontre budgétivore. C'est ce que relève ce matin le confrère Liberté. Focus Info qui publie un grand dossier sur la santé publique, violence verbale, accueil inadéquat, désaffection des patients, raquettes. Que faire pour changer l'image et l'efficacité des hôpitaux publics? C'est l'interrogation du confrère Focus Info. Un grand dossier à lire donc sur 3 pages, page 5, page 8 et page 10.
pas trop loin de là, par rapport à la promotion de la santé, les patrons de presse s'engagent à vulgariser le code de la santé publique. L'article à lire dans le journal. Et puis, éducation, accalmie précaire, souligne le confrère Focus Info. Le libéral maintenant. Projet de rélecture du code de la presse et de la communication. La HAC lance le débat. L'article à lire dans le journal Le Libéral. Crise dans l'enseignement après la satisfaction des revendications. La course pour le sauvetage de l'année scolaire. Écrit le journal. Le confrère qui évoque aussi la problématique de la gestion des hôpitaux au Togo, l'approche contractuelle, un passage obligé, écrit le journal. Et puis les femmes solidaires du parti au but célèbrent la journée de la femme. L'article est allé dans le journal Libéral. Le Mania libéré. Le Mania libéré qui évoque les mesures d'apaisement dans l'éducation. Le gouvernement annonce le réajustement de l'année scolaire. Une cellule créée pour gérer la crise. Et puis le dernier mot des syndicats pour ce week-end relève donc le journal. Dans un besoin criard de lieux d'hébergement, les collectivités expropriées pour la construction du Canfi réclament relance Fort Gnassingbé sur sa promesse électorale de rétrocession. L'article est à découvrir dans le journal. Et puis la dépénalisation des délits de presse au Togo, 13 ans après, quel bilan dressé de l'application du code de la presse à lire dans le journal Le Confrère qui nous signifie que le groupe des 6 partis politiques porte l'affaire devant la CEDEAO. Quelle affaire? Il s'agit des questions liées aux réformes politiques. Et d'ailleurs, Nicolas Losson, dans une adresse hier, a évoqué aussi le sujet, demandant donc l'union de toute l'opposition pour faire face à ces questions essentielles. L'article donc à lire dans le journal Le Mania libéré, je veux dire. Le Messager maintenant. Le Messager qui évoque le média vers une relecture des tests régissant le métier de journaliste au Togo. Vous lirez l'article dans le journal. Crise dans le secteur de l'éducation après avoir doublé la PIF. Une cellule ad hoc doit statuer sur les cotisations et prélèvements sur salaire. L'article dans le journal. Et puis, 5e anniversaire de l'INAM, l'Institut s'engage dans l'utilisation des TIC pour une meilleure satisfaction de ses clients. Ça, c'est le Messager. La Lanterne. Au Togo, la situation des enseignants est nettement au-dessus de celle des autres fonctionnaires de l'État. La CZ et la FESEN en font trop et aggravent leur situation qui tend déjà vers la pourriture. C'est ce que écrit donc le confrère Lanterne ce matin. Vous lirez l'article à la page 6. Échec cuisant de la marche de protestation du CAP 2015. Jean-Pierre Fabre ici ferait mieux de réfléchir à une autre stratégie de mobilisation de masse. Le disque rayé ne porte plus. Et puis football avec la Fédération togolaise de football du colonel Guy Akbovi en mal de vision pour les éperviers. C'est ce que la Lanterne a écrit. Le fatigué Claude Leroy en totale contradiction avec lui-même, souligne le journal La Lanterne ce matin. La Dépêche, grève des enseignants, le gouvernement calme le jeu avec des mesures encourageantes. Réaction mitigée des syndicats à découvrir dans le journal. À OTR, après le départ de Gaperi, les vautours passent à l'offensive, croit savoir le journal, qui parle aussi de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication qui sensibilise des directeurs des médias sur la dépénalisation des délits de presse. L'article est à lire dans le journal La Dépêche. Vérité des peuples, crise à répétition dans le secteur de l'éducation, gouvernement et syndicats sur le chemin d'une résolution ou d'une solution définitive, écrit le journal. Séminaire sur la dépénalisation, la HAC appelle les médias à plus de responsabilités. Et puis fin de la réunion du comité technique de l'Union africaine sur le transport, l'énergie et le tourisme, nécessité de trouver des sources de financement innovantes, écrit donc le confrère Vérité des peuples. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Santé et Éducation. Vertu des plantes, les feuilles de Nîmes et ses usages pour la santé, à découvrir à la page 6 du journal. Sexualité, relations sexuelles et fuite d'urine, c'est un dossier à lire. Et puis, coin féminin, retrouver une belle poitrine
après l'accouchement. Le confrère donne quand même quelques recettes et puis focus sur nos ongles. Nos ongles nous parlent de notre état de santé. Donc vous lirez l'article dans le journal Santé Éducation. Alors dans les kiosques ce matin et chez vos marchands de journaux, si vous n'êtes pas encore allé, vous pouvez trouver Santé Éducation, Vérité des peuples, La Dépêche, La Lanterne, Le Messager, Le Magna Libéré, Le Libéral, Le Quotidien Liberté, Le Quotidien Forum de la semaine. Tous ces journaux sont vendus à 250 francs CFA. Vous trouverez également Focus Info, qui lui est vendu à 500 francs CFA. Taxi Presse. Retour en studio avec mes confrères Justin Anani. Justin, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'être avec nous ce matin. C'est avec un plaisir. Bonjour Olivier Adja. Oui, bonjour Eric et puis bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Bonjour à Tchakala Alirou. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Oui, ça va, on rend grâce à Allah. Très bien. Alors, depuis quelques jours, le Ashkroun a dévoilé son intention de passer à la phase de en réparation. Et ça va être fait dans les prochains jours. Mais il y a une phase de sensibilisation, une phase d'explication aux journalistes. Ça a démarré à Lomé ce matin. Vous y étiez. C'est clair que Ashkroun dispose aujourd'hui de 2 milliards de francs CFA pour commencer le travail. Tchaka. Oui, justement, nous venons du siège du Ashkroun où il y a eu quand même la présidente qui s'est exprimée devant tout un parterre de journalistes, de communicateurs. Et elle a affirmé que les 2 milliards sont mis à leur disposition et que bientôt la phase de réparation va commencer. Mais avant qu'on ne commence cette phase délicate, il s'agira aussi de mener une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Il faut aller parler aux victimes, il faut aller leur expliquer parce que c'est quelque chose de délicat à partir du moment où on ne peut pas réparer une victime, mais on peut apaiser son cœur. Donc il faudrait que les gens le comprennent. Quand vous perdez un être,
c'est que vous l'avez à jamais perdu. On peut pas réparer. Le Donc, thème même de réparation pose déjà un problème. Ça pose déjà un problème. On peut aller apaiser les cœurs des victimes en leur donnant quelque chose de symbolique. Quand on casse votre maison, qui est dans le montant est chiffré à plusieurs centaines de millions, il serait prétentieux aujourd'hui de dire que vous aurez le montant de la valeur de votre maison. Mais l'État, pour dire que non, à un moment, nous nous sentons concernés par ce déferlement de violence, a essayé de mettre quelque chose à la disposition du Ashkroun dans la juste dynamique des recommandations du de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et c'est sur ce canevas tracé que le Ashkroun va entreprendre sa tournée. Il faut aussi purifier le pays du sang de ses propres enfants qui l'ont souillé. Donc on mettra aussi à contribution toutes les grandes religions, l'islam, le christianisme, et puis la religion traditionnelle que nous connaissons, nos prêtres et choses. Donc on mettra aussi à contribution pour une séance de prière et pendant toute une semaine. Donc je crois que on a déroulé un programme ambitieux et il appartiendra à nous, hommes de médias, d'accompagner cette dynamique, de faire passer le message et de dire que c'est maintenant ou jamais. On a eu à créer des torts, maintenant on veut réparer, mais que jamais cela ne se reproduise plus sur la terre. C'est justement l'autre élément essentiel, plus jamais sur notre territoire. Olivier, disons que c'est une phase assez délicate dans ce processus. Oui, c'est très délicat parce que vous savez, il y a pratiquement 7000 victimes qui attendent. Donc, et vous voyez, d'abord, pour 2 milliards, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que le Ashkroun avait en réalité prévu pour cette phase-là une somme de 38 milliards. Et le gouvernement, sur les 38 milliards, c'est 2 milliards c'est une goutte d'eau qu'on a pu trouver pour le Ashkroun. Et je comprends le Ashkroun, c'est pourquoi cette institution veut mettre l'accent sur les autres formes de réparation. Et on nous parle de 5, et dont par exemple la prise en charge psychologique donc de ceux qui ont été ou bien ont gardé des séquelles psychologiques. Il y a aussi la réparation ou du moins le rétablissement dans les droits, parce que certains à cause de ces crises ont perdu leur nationalité, ont perdu leur nom de famille, ont perdu leur maison, ont perdu beaucoup de choses. Donc au lieu qu'on leur verse de la liquidité, il y aura aussi ces formes de réparation. Donc je crois que le processus en réalité sera long. Ça sera très long. Mais au moins, il faut commencer à quelque part. Et le Ashkroun veut mettre à profit ces 2 milliards que le gouvernement a mis à sa disposition pour commencer tout en suppliant, du moins en exhortant les autorités à faire mieux, à faire plus. Parce que sur les 38, quand on voit 38 milliards, il n'y a que 2 milliards qu'on ait trouvé pour l'instant. Pour certains, ça pose un véritable problème. Non, Chakala, avant de la parole. C'est vrai, ça pose un petit problème, mais je crois que, comme l'a dit le confrère Olivier, il faut à un moment qu'on commence par quelque part, et c'est ce quelque part par où on devrait commencer. Et le gouvernement, pour montrer sa bonne foi, a essayé de décaisser 2 milliards. Et 2 milliards, c'est pas rien. Mais quand on prend un peu les périodes de ces violences qui ont peut-être eu à vomir plusieurs milliers de victimes, on ne va pas... C'est vrai, de 58 jusqu'à 2005, c'est quand même conséquent. Donc, les meurtrissures qui sont encore vivaces dans les cœurs et dans la chair de nos compatriotes, c'est les violences d'à partir de 2005. Donc, on va mettre l'accent sur ces gens-là. Et je crois que en attendant qu'on fasse encore qu'on retourne vers les années 60-58, là, je crois que ceux-là qui ont vraiment besoin d'être soulagés, ceux-là qui ont vraiment besoin d'avoir un juste quelque chose pour se relancer, parce qu'il y a eu des vies qui ont été fauchées, il y a eu des gens qui ont
tout perdu et ils ont besoin d'un juste essentiel pour se relancer dans la vie. Donc, il serait prétentieux de dire qu'avec les 2 milliards, il faut commencer à réparer les torts de 1958. C'est pourquoi on a voulu commencer par la période qui est toute fraîche, qui est encore vivace dans nos mémoires, celle des violences ayant émaillé le pays. Et après le décès du général Eyad Dema et la présidentielle qui a suivi cette période. Donc celle-là, c'est des moments douloureux et par bon sens et par raison, le Ashkroun a voulu commencer par cette période. Alors, Justin Ali, quel est votre avis sur ce sujet, ce processus? C'est vrai que nous savons que le gouvernement togolais avait été instruit par l'accord politique global à mettre en place une commission, la CVJR. Après, il y a eu des recommandations. Et on a mis un petit peu du temps avant de mettre en place le Ashkroun, édité aussi, cette fois, par la CVJR. Aujourd'hui, on veut passer à une autre phase, celle de réparation. Bon, pour certains, on les écoute depuis quelque temps. Dire réparer des vies n'est pas approprié. Mais de toute façon, le gouvernement veut quand même soulager les peines. Quel est votre avis sur cette question, précisément? Bon, Eric, il est bien vrai que je n'étais pas à cette rencontre de ce matin. Pour d'autres raisons, peut-être que je ne serai pas en mesure d'évoquer ici, mais j'ai quand même envoyé une équipe là qui va revenir avec des éléments. On va voir quel traitement donner. Mais lorsque j'analyse un peu, je me pose énormément de questions. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la réconciliation nationale dans un pays, c'est une question tout d'abord qui est sociale. Sociale qui est morale avant d'être politique. Mais j'ai l'impression que le politique prend devant de cette démarche qui en réalité devait aller dans le bon sens. Et ça m'amène à m'interroger énormément. D'abord, voilà à l'issue de la présidentielle de 2005, le Togo est rentré dans une situation pratiquement chaotique. Et à l'issue de cela, un accord a été signé, il faut réparer, il faut dédommager s'il le faut, les victimes, tout et tout. On a mis en place une commission. Et je ne vais pas revenir là-dessus, le temps que sera mis avant d'être effectif. Mais au même moment, on constate qu'on n'a pas donné les moyens appropriés à cette commission de travailler. Et rappelez-vous que récemment, la présidente de cette commission, Mme Awa Nana Daboya, a menacé de déposer l'éponge. Oui, si elle n'a pas tous les moyens, tout à fait, pour le soutien conséquent du gouvernement. Et je me rappelle qu'au cours d'une rencontre avec la presse, la dame a révélé que elle n'arrivait pas à avoir les moyens conséquents pour pouvoir travailler. Et voilà, on a élaboré un budget estimé à peu de 30 milliards, 38 milliards, et que dans la foulée, on débloque 2 milliards pour cette commission de travail. Non, enfin pour commencer. Pour commencer. C'est-à-dire que voilà, pour commencer. Les autres milliards de francs viendront après. Voilà. Ça suppose que les 38 milliards restants viendront après. Les 36, oui. 36 plutôt viendront après. Et ça m'amène à mener tellement de réflexions. C'est-à-dire que là où je dis que le politique prend devant, c'est-à-dire que on fait tout sur la base de calcul politique. Au même moment, Mme Awa Nana Daboya, qui est à la tête de cette commission Ashkroun, c'est elle également qui préside la commission de réflexion sur les questions des réformes politiques mises en place par le chef de l'État. Elle est le médiateur de la République aussi. Voilà. Et lorsque vous écoutez l'opinion s'exprimer, on ne donne pas trop de crédit à cette dame dans sa démarche, dans sa mission. Et qu'au même moment qu'elle prend la charge d'assumer une responsabilité au niveau de cette commission, le Ashkroun, au même moment, elle est appelée à assumer d'autres rôles. Et ça m'amène à dire qu'aujourd'hui, pour faire taire les uns et les autres, on déclenche le processus de réparation, de dédommagement ou de réparation des victimes. Et le temps que cette commission de réflexion aussi va prendre son temps peut-être pour se reposer un tout petit peu. Et on tourne le regard en fait de l'opinion. Voilà, aujourd'hui, Ashkroun lance la machine. 2 milliards sur 38 milliards. Pour vous, c'est une façon de tourner le regard déjà sur l'essentiel qui constitue donc la question des réformes. Oui, parce que moi je la réforme et puis de son coup, voilà, parce que c'est le regard de Togolais vers la réparation. C'est la seule dame qui est au four au moulin. Parce que finalement, moi je ne comprends pas. Voilà un gouvernement qui est au sérieux, qui veut parler de la réconciliation, qui veut
réparer les dommages causés à l'issue de la présidentielle de 2015, mais au-delà même 58. On élabore un budget estimé à 38 milliards et d'un seul coup, on débloque 2 milliards sur les 38, il reste 36. Et maintenant, on demande à la commission d'enclencher la machine. Ben, quand on veut se prendre au sérieux, je pense que au minimum, sur les 38, on peut débloquer au minimum la moitié. À partir de cette moitié-là, aller démarrer le processus, parce qu'il va y avoir la sensibilisation de l'ensemble du territoire national. Oui, c'est vrai. Ouais, je voulais pas confrères c'est la démarche qui est cachée derrière cette réflexion que vous menez. Est-ce que, Olivier Adia, pour vous aussi, est-ce que vous aussi, je ne sais pas si vous partagez l'avis de Justin Ané sur la question, une façon de détourner le regard de l'opinion sur autre chose, de faire de la diversion, quoi. C'est beaucoup plus politique. Bon, j'ai pas la même lecture de Dommage, mais parce que vous savez, une république ne s'arrête pas parce qu'on fait les réformes ou les réformes sont, voilà, la question de réformes sont là, et là plutôt, mais il y a beaucoup de secteurs donc dans lesquels la République doit intervenir. Donc, et c'est pas parce que la question des réformes se pose que, par exemple, il faut arrêter la question des enseignants, il faut arrêter de traiter la question des revendications, il faut arrêter ci et ça. Non, je crois que c'est tout un tout en fait. Donc, il n'y a pas, en réalité, j'ai du mal à voir le rapport qu'il y a entre, voilà, donc les réformes qui sont éminemment des questions éminemment politiques et l'indemnisation ou du moins le processus qui est lancé par de réparation, qui est une question donc qui est sur le tapis il y a de cela plusieurs années, hein, donc il faut, hein, c'est un passage obligé et on sait que pour les réformes, je crois que il y a des cadres qui sont donc adaptés ou du moins qui sont créés pour cela. Peut-être on me dira que Madame Awanana se retrouve en même temps donc au niveau de la question des réformes et au niveau des indemnisations et de la question des réparations, et là parfois on n'aura pas assez de temps pour faire ci, pour faire ça. Certainement ça c'est possible, mais il faut aussi dire qu'elle n'est pas seule, hein, donc dans ces cellules, dans ces comités, à part elle, il y a d'autres personnes qui peuvent faire le travail avec elle. Donc souhaitons seulement donc que tous ces sujets soient mis en branle et que d'ici quelques années ou bien quelques mois, la question des réformes, c'est une question plus urgente même que, à mon sens, que donc celle des réparations. Donc, on arrivera certainement. Est-ce que la réflexion de Justin n'est pas pertinente du moment où aujourd'hui tout le monde est beaucoup plus focalisé sur les questions essentielles? On va revenir tout à l'heure à la lettre qu'a adressée le président du CAR au chef de l'État, traitée souvent par nos confrères de Afrique Presse. Est-ce qu'on n'est pas peut-être en train de détourner l'opinion de l'essentiel aujourd'hui, Tchakala? Non, détourner l'opinion de l'essentiel, je dirais que moi je ne vois pas la chose ainsi. C'est vrai, c'est pas une question de diversion, mais une question de commencer quelque chose qui est mis sur le tapis. C'est vrai. Et quand la CVJR du prélat a eu à rendre ses conclusions, il est prescrit dans ses conclusions qu'on devrait aborder la phase de réparation, et c'est ce qui a été fait. Et dans ces mêmes conclusions aussi, il était dit qu'on devrait aussi procéder rapidement aux réformes. Oui. Donc je crois qu'on a commencé par la réparation, parce que la violence des actes de ces périodes-là vraiment ont marqué des esprits. Des gens sont dans le dénuement total. Des gens ont tout perdu. Des gens ont quitté certaines localités pour d'autres où ils sont arrivés en illustre inconnu par rapport à leur nouvelle localité et à leur nouveau lieu d'accueil. Donc je crois qu'il faut à un moment commencer par quelque part. Mais cela ne saurait rejeter au calendrier grec cette question essentielle qui se trouve être les réformes. Oui. Je crois que si aujourd'hui Nana Awa a plusieurs cordes à son arc, a plusieurs fonctions à exercer, c'est au regard de ce qu'elle sait faire. C'est pourquoi le choix a été porté sur elle. Aujourd'hui, elle n'a jamais eu à se plaindre que non, on est en train de me charger comme un mule, je ne peux pas des fonctions qu'on m'a confiées, que je voudrais qu'on me décharge. Si elle se tait, c'est qu'elle est capable d'assumer
Et faisons-lui confiance que, bon, à part cette phase des 2 milliards, les 2 milliards, si on doit les partager aux ayants droit en priorisant les choses. Oui. Donc je crois que 2 milliards en quelques semaines, on peut tout faire parce qu'ils ont déjà leur registre, ils ont déjà bien ceux-là qui ont droit à tel montant. Ils ont été identifiés, tout a été fait. Donc c'est une question de semaines si on doit peut-être dispatcher les 2 milliards et après tout, bon, on peut continuer. Est-ce que c'est au même moment où on est en train de parler de cette phase de réparation, peut-être que la commission chargée des réformes aussi est en train de faire son travail en dehors de la présidente. La présidente n'est pas forcément tenue d'être à côté de ces gens. Et au même moment, les pressions sont en train de se faire au niveau de certains leaders politiques pour amener le chef de l'État à reconsidérer sa position par rapport à cette mise sur pied de la commission de réforme. Et il voudrait être les artisans des réformes qui vont être faites. Oui, notamment Maître Yaovi Awiboki, chez nos confrères de AfricaFullSuccess.com, a fait la déclaration. Il s'est adressé, selon le titrail de notre confrère Afripresse.info, au Seigneur et à Fort Nyasingbe. On va y revenir tout à l'heure. Si vous avez un commentaire de plus à faire. Oui, j'aimerais quand même placer peut-être aux 2 éléments. C'est que je ne dis pas que forcément lorsqu'il y a des questions de réforme politique, et que forcément la République doit s'arrêter. Non, loin de là. Et qui parle de Mme Awanana Daboya, parle du Ashkroun et parle également de la commission de réflexion. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, vous risquerez de mélanger les deux. C'est là où je dis, la question de la réparation, elle est primordiale. Et c'est là où je dis, si vous ne faites pas attention, vous allez faire une confusion entre la réparation... Ces sujets, les deux sont sensible. Très sensible. Et donc, a besoin qu'on ait toute son attention là-dessus. Oui, j'ai l'impression que quelque part, le pouvoir est en train de gagner du temps. C'est-à-dire qu'il y a un passage en force qui se prépare et on a l'impression qu'on essaie de détourner l'attention de l'opinion. C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Au moment où la commission de réflexion a fait pratiquement le tour à rencontrer les acteurs politiques et la position de la majorité aujourd'hui, c'est de retourner sur la base de ce qui a été décidé en 92 dans la Constitution togolaise. C'est-à-dire au minimum, la limitation du mandat à 2, le mode de scrutin également à 2, comme ça a été dit lors de l'atelier organisé même par le même Ashkroun. C'est le même Ashkroun à la tête duquel se trouve Mme Awanana qui est également présidente au niveau de la commission de réflexion. C'est la même Mme Awanana qui se retrouve aujourd'hui également au niveau du Ashkroun qui organise également une autre rencontre dont l'objet est d'amener les communicateurs à aider Ashkroun à sensibiliser à ce que qu'on démarre plutôt une tournée de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national pour enclencher le processus de réparation. Maintenant, sur cette question, lorsque vous prenez par exemple le budget, c'est ce qui je n'arrive pas à comprendre. Sur les 38 milliards, on débloque 2 milliards. Oui, mais je pense que au début, la présidente a menacé de démissionner. Oui. Si elle n'est pas suffisamment soutenue par le gouvernement togolais. Voilà, tu avec au niveau des moyens. Oui, mais aujourd'hui, si elle consent à avancer, ça voudra dire qu'elle a eu des garanties. Mais c'est ce que moi je ne comprends pas. Je ne sais pas quel rôle cette dame-là joue. Non, mais elle a eu des garanties, forcément. Mais des garanties, elle ne prendra pas autant de risques à démarrer un processus qui ne va pas aboutir. Le rôle qu'elle est appelée à jouer dans ce processus de réparation, même si on laisse les années de 58 jusqu'en 2005, on peut estimer que les victimes, la plupart de ces victimes-là sont déjà décédées. Ne sont plus dans ce monde aujourd'hui. Mais on prend de 2005 jusqu'à ce jour, ça fait pratiquement 12 ans. Et je ne sais pas trop si... Le processus s'arrête à 2005. Oui, je ne me souviens pas. Donc, ceux qui sont... En 2005, c'est pas possible. Oui, je dis, ceux qui sont victimes en 2005 en font partie. Oui, naturellement. Mais si on quitte 2005 jusqu'à ce jour, aujourd'hui, en 2017, ça fait pratiquement 12 ans. Oui. Mais la question est de savoir si les victimes sont encore vivantes ou non. Voilà. Mais sur cette base-là, si on veut déclencher un processus, je pense qu'il faut également tenir compte de ces éléments-là. Il ne faut pas les écarter. Et c'est là où moi je dis, les 2 milliards qu'on a débloqués, au-delà même des garanties que le gouvernement peut donner, mais c'est insignifiant. Et c'est là où moi je n'arrive pas à comprendre. Bien. Et le pouvoir est en train de gagner du temps, c'est tout. D'accord. Vous voulez ajouter un mot? Non. Vous savez, le Ashkroun n'invente rien. Je ne suis pas l'avocat du Ashkroun, mais
je crois qu'un travail sérieux a été fait par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. D'ailleurs, aujourd'hui, à la rencontre, il y avait même un membre qui avait fait partie de la CVJR, qui était là pour nous présenter un état des lieux. Et Mme Awanana a eu à réaffirmer qu'ils n'ont rien inventé. Et un canevas a été tracé et c'est ce canevas-là qu'ils sont en train de suivre. Donc, ça veut dire quoi? La CVJR, par rapport à l'audition des victimes et éventuellement des bourreaux, a eu à faire un travail de fond sur le terrain, a eu à répertorier ces victimes-là. Et c'est sur cette base-là que le Ashkroun va procéder à cette réparation, même si le budget qu'on a eu à leur allouer est en deçà des attentes du Ashkroun. C'est un premier jet, histoire de peut-être de regarnir la cagnotte pour que elle puisse encore avoir une partie de la liquidité dont elle a besoin. Donc moi je crois qu'il faut aujourd'hui commencer par quelque chose. On a commencé par là et on attend aussi qu'on mette en branle les autres aspects entrés aux réformes politiques. Parfait. On a 3 minutes avant la pause. On va aborder une question liée donc à l'actualité politique et liée donc aux réformes, puisqu'on en fait allusion tout à l'heure. Alors, Maître Yaovi Agbouibo reparle depuis son élection à la tête du CAR, le comité d'action pour le renouveau. Agbouibo, chez nos confrères de africasfullsuccess.com, veut et demande à Faure Gnassingbé de réouvrir la discussion. Que ce ne sont pas les intellos dont on parle là qui vont faire le travail. C'est les politiciens, enfin les politiques qui doivent faire le travail. Oui, Eric, nous avons titré, comme vous l'avez dit, Agbouibo donc a un message au Seigneur et à Faure Gnassingbé. Donc, et à Faure Gnassingbé, il parle d'abord des réformes et de la commission Awanana. Et il estime que certes les intellectuels peuvent apporter donc leur connaissance, leur contribution voilà, donc, à la question des réformes, mais ça doit venir en appui aux politiques et non le contraire. Donc que les intellectuels ne doivent pas prendre le devant ou bien en tout cas voilà, ne doivent pas prendre le devant de cette question-là. C'est une question éminemment politique. Et il a estimé aussi que l'APG doit être au centre même donc de la discussion autour donc, des questions de réforme. Il a apprécié donc et voilà les démarches qui sont faites ici et là pour pouvoir réunir l'opposition et aller parler d'une seule voix. Et c'est là qu'il a remercié le Seigneur en disant que voilà donc le Seigneur a voulu qu'il revienne à la tête de son parti politique, parce que dans la crise qui a secoué le cas, à la fin c'est le Seigneur qui a tranché et c'est en sa faveur donc le Seigneur ou Dieu donc a voulu trancher. Donc c'est parce que il y a une mission donc qu'il doit jouer, et cette mission c'est d'abord de réunir la famille de l'opposition et puis de mettre l'accent sur ce qui il y a lieu de faire, c'est-à-dire avoir une même lecture sur la question des réformes institutionnelles. Et dans cette sortie de Maître Agbouibo, il a aussi mis l'accent sur le déverrouillage des institutions de la République, des formules qui lui sont extrêmement chères, on va le dire ainsi. Oui, c'est des formules qui sont chères et qui, je crois que si on les mettait en branle, on n'en serait pas là à stagner sur les mêmes questions depuis des lustres. En fait, l'APG, je peux dire que c'est la Bible de la renaissance du Togo. C'est ça qui a consacré la renaissance de notre pays, et en aucun moment, si on veut se prendre un tout petit peu au sérieux, on ne peut pas se détourner de quelque chose qui a consacré ce renouveau du pays. Donc, et au niveau de la PG, tout est prescrit là-bas. On sait ceux-là à qui revient le droit de pouvoir opérer les réformes. Donc, aujourd'hui, il y a comme on a mis sous éteignoir les acteurs qui devraient le faire, et on a mis en scène les vrais acteurs, c'est les politiques, c'est les hommes politiques. On ne peut pas, sur des questions liées à la politique, mettre de côté les politiques et mettre au devant des intellectuels et des universitaires. C'est vrai, à un moment, on a commis des balbutiements parce que les politiques ne s'entendaient pas sur le juste essentiel, mais ce n'est pas une raison suffisante pour qu'aujourd'hui, on les mette en arrière-plan pour amener certains à jouer le rôle qui est le leur. Et après,
eux, ils vont venir apprécier. Donc, je crois que c'est l'autre version qui serait peut-être la mieux sensée. C'est-à-dire que les acteurs politiques s'entendent sur la mouture à donner aux réformes. Et après tout, s'ils sont coincés quelque part, on va appeler en appoint ces intellectuels-là pour leur expertise sur ces questions. Je crois que c'est ça. Nous allons marquer la pause. Juste après, je vous donnerai la parole, Justin Nani. On va rester sur le sujet. J'évoquais également ce message public à ses amis du CAP 2015 et du groupe des 6. C'est Nicolas Son, c'était hier, où il appelle ses amis de l'opposition à faire bloc pour pouvoir arracher les réformes politiques. On va y revenir en seconde partie de Taxi Presse. Merci Olivier Adja, Nani Justin et Tchakala Aliro. À tout à l'heure. Taxi Presse. Taxi Presse. Taxi Presse, deuxième partie avec Olivier Adja, Justin Nani, Tchakala Aliro. On est rejoint par Isidore Akolor pour la seconde partie. Et on évoquait les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et cette nouvelle sortie de Maître Madji Yaovi Agboibo, qui conteste le fait qu'on puisse céder cette question aux intellectuels. Oui, je partage parfaitement le point de vue ou l'avis de Maître Yaovi Agboibo. Parce que dans une république normale, les questions politiques sont traitées par les politiques. Et c'est au Togo qu'on peut assister à ce phénomène, à tout ce que nous sommes en train de voir. Donc les citoyens là-dedans n'ont rien à voir là-dedans. Ces derniers temps. Non, c'est leur destin quand même. La question des réformes politiques est une question qui est maintenant politique. Et la preuve en est que ce sont les politiques qui sont retrouvés avec quelques acteurs de la société civile qui ont signé l'accord politique global le 20 août 2006. Et rappelez-vous, cet accord politique qui a été signé est signé dans le cadre d'un apaisement politique. Et c'est cet accord qui a mis entre parenthèses en veilleuse la constitution togolaise. C'est-à-dire que les modifications antérieures qu'il y a eu au sein dans cette constitution, si on arrive à respecter les conclusions de l'accord politique global, je pense qu'aujourd'hui le problème ne se poserait plus. C'est parce que le pouvoir ne voudrait pas opérer les réformes qu'on a joué sur la diversion de temps en temps, de jour en jour, de semaine en semaine pour gagner du temps, et qu'aujourd'hui nous sommes au niveau à la carte départ. Et on pense peut-être éventuellement aller vers un référendum. L'idée qui est rejetée également par la grande partie des acteurs politiques. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez la constitution togolaise de 1992, cette constitution n'a jamais été expérimentée. Attention, la constitution togolaise de 92 n'a jamais été expérimentée. Et jusqu'à un moment donné, c'est-à-dire que... 2002 seulement qu'on a oui, le toiletté. Oui, attends, on a voté la constitution de 92. Oui. Et suite après 92, la situation qu'on a connue depuis jusqu'à présent n'a rien de situation normale. La transition a été un échec. Et après, c'est la reprise du pouvoir par la force. On a vu les conditions dans lesquelles la gestion du pays a été faite. Les institutions sont toujours inféodées. Alors, lorsque vous prenez la constitution togolaise aujourd'hui, il y a eu des dispositions qui sont claires en la matière. Ça n'a jamais été respecté. Jusqu'à le tripatouillage de cette constitution en 2002. Pour ouvrir maintenant le boulevard à un pouvoir à vie. Et le chef de l'État, Yadema, a continué dans cette lancée-là jusqu'en 2015. Après sa mort, le fils est arrivé dans 2005, dans les circonstances rocambolesques. Et c'est après que cela a mené à la signature de cet accord politique global en 2006. Mais s'il faut aller vers les réformes, je pense qu'il faut revenir sur des questions qui sont des questions d'actualité, dont on parle de la limitation du mandat et dont on parle également le déverrouillage même de la constitution, des institutions de la République dont on parle, Maître Agboibo. La manière dont les choses se passent aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment que le pouvoir de Faure Gnassingbé fait tout pour gagner du temps, comme vous l'avez dit. Et puis,
pour s'offrir un boulevard, on évoque également l'idée d'un référendum. L'idée d'un référendum qui aura le mérite d'aplanir, n'est-ce pas, le mandat et le compteur à zéro. Quel est votre avis sur cette question, Isidore Collomb? Non, je l'avais dit tantôt. Vous vous souvenez, si vous rejouez les bandes antérieures, vous verrez que on avait déjà prédit cette situation, que le fait de confier ça à un groupe d'intellectuels et qui sont déjà proches du pouvoir. Je me pose beaucoup de questions. Quel résultat en sortirait de ce groupe de réflexion? Et Justin l'a dit, il a si bien dit. Je ne reviendrai plus sur ce développement. Donc, Faure Gnassingbé a cette volonté de s'éterniser au pouvoir et vaille que vaille, on va entrer dans la 5e République. Mais la question que je me pose, les 98% des Togolais qui avaient voté, à ce que je sache, plus de 99 des Togolais qui avaient voté la Constitution de 92. 98,11%. 98,11% officiel. D'accord. Donc, est-ce que on peut encore organiser un référendum qui peut avoir encore ce score-là? J'attends de voir. Mais ce qui se cache en toile de fond, c'est quoi? C'est avoir une constitution pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Donc, Faure Gnassingbé veut encore se tailler 14 ans de pouvoir à partir de 2020 et remettre le compteur à zéro. Voilà. C'est ce qui se trame. Et j'ai toujours à le dire que ce ne sont que des idées qu'on est en train de traiter. Puisqu'il n'y a rien de tangible. Ah bon, attends, nous, on a des éléments. On a des éléments, on attend de voir la commission qui est mise sur pied pour pouvoir réfléchir sur les réformes. Si vous les approchez, ils vous le disent en sourdine, mais pas officiellement. Ils vous disent quoi, mais précisément? Que voilà, on va arriver à un septennat renouvelable une fois. Eric, je vais et encore, ce qui se trame encore, c'est quoi? C'est le régime politique. Le régime politique, ce serait un régime présidentiel. Non plus un régime semi-présidentiel comme la majorité togolaise l'avait souhaité en 92. Je vous mets au défi, vous verrez, c'est la conclusion de ça, vous la verrez. Et le Togo est trop petit, nous savons ce qui se trame. Et ce qui serait dommage, nous allons faire encore, dans la sous-région, nous serons une curiosité, la singularité des Togolais. Et dans la sous-région. Le Togo ne sera pas le premier pays dans la sous-région à avoir un mandat de 7 ans. Mais lequel c'était moi? Le Sénégal. Non. Il y en a plus. Ils avaient, mais ils l'ont ramené. Ils ont ramené. 7 ans d'abord. Ils l'ont ramené. Et même dans la sous-région, maintenant, c'est la tendance au Bénin ici. C'est un mandat. Au Ghana ici, c'est 4 ans. Mais le Burkina, c'était 7 ans entre temps. Mais ils ont ramené sur 5 ans. Donc, je disais tout à l'heure que je vais vous surprendre. Et j'ai eu vent, selon des explications, qu'il y a une commission qui est en train de rédiger actuellement ce qu'on appelle un avant-projet de constitution, qui sera soumis au référendum. Oui, qui sera soumis au référendum, dont les éléments sont détaillés tout à l'heure par mon confrère Isidore Collomb. C'est pour dire qu'on n'invente rien. C'est-à-dire que les gens sont inscrits dans une logique. Donc si dans la communauté économique ouest-africaine CEDEAO, le principe est établi... Ce sera une proposition, hein. Il n'y a rien à s'alarmer par rapport, n'est-ce pas? Non, attends. Mais on ne pouvait pas s'alarmer si nos élections sont propres. D'accord. Mais moi, j'ai toujours dit que les élections rares sont des élections qui sont organisées au Togo et que le pouvoir n'a pas gagné. Bien. Olivier, sur cette question de référendum, peut-être, hein, parce que quand on voit sur les réseaux sociaux, on en parle plus souvent maintenant. Oui, je crois que ce n'est plus un secret. Hein. Je crois que beaucoup le disent, surtout les formations politiques, l'UFC et le PRR, d'autres partis politiques, donc se sont exprimés. Le PRR n'est pas proche du pouvoir quand même. Et Nicolas Lawson, en moins que je me trompe, n'est pas un parti proche du pouvoir. Non, le PRR ne parle pas de référendum. Non, le PRR s'est exprimé il y a quelques jours et a dit qu'il était mieux
que pour des questions sur lesquelles les politiques ne s'entendent pas, il faut en dernier recours faire appel au peuple. Et que c'est ça sa vision. Et que si les politiques ne s'entendent pas sur des questions et sur les réformes, et que les propositions doivent être soumises au peuple. C'est ce qu'il a dit, hein, donc en résumé. Ce qui suppose que jusqu'à ce jour, les politiques ne sont même pas à se retrouver. Absolument. Ce n'est même pas un secret. L'UFC donc est sorti et elle a dit la même chose. Donc le référendum, ce n'est pas un secret. Maintenant, qu'est-ce qui va, comment il a agrémenté la future constitution que voilà, on va nous offrir, on ne sait pas encore. Est-ce que ça sera un septennat? Est-ce que ça sera un mandat de 10 ans renouvelable plusieurs fois? Est-ce que ça sera un mandat de 5 ans? Pour le moment, en tant que journaliste, nous pouvons que faire voilà, des supputations sur les éléments qu'on nous file ici et là. Mais concrètement, on n'a pas encore les preuves donc, de ce que nous avançons. De toutes les façons, ça serait pour moi une curiosité que le Togo, notre pays, fasse un pas ou plusieurs pas en arrière en imposant un septennat donc et renouvelable une ou deux fois. Je crois que ça serait une curiosité et les tenants du pouvoir et même la classe politique de l'opposition, je ne sais pas dans quelle posture elle sera donc en voyant ça, parce que nous sommes là pour peut-être attirer la sonnette d'alarme ou analyser. Mais ceux-là qui sont au devant de cette lutte, ce sont les politiques. Et ce sont eux qui doivent se lever et dire non. Si vraiment il y a un plan comme ça, oui, et encore que on est à l'étape voilà, encore qu'ils doivent apprécier les choses sur papier. Ce n'est pas dans l'air. Donc, je crois que certes, ce sont des informations qui nous parviennent, mais entre ce que la rumeur dit et la réalité, je suis prêt à parier que il y aura un gouffre au moment venu. Tchakala. Bon, là, je crois que je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce qui peut consacrer le recul démocratique et même politique de ce pays, je crois que nous devrons aller contre. Si même dans certaines démocraties avancées... En quoi, excusez-moi, en quoi est-ce que chercher à mettre en place une équipe pour 7 ans au Togo puisse constituer un recul? Non, mais c'est un recul. Vous savez, s'il faut bien faire les choses, un président qui arrive, il a 5 ans. Et si ce qu'il a entamé comme chantier, le peuple lui renouvelle encore sa confiance, ça fait 5 fois 2 et il a 10 ans. Maintenant, ailleurs, certains ont revisé ça à la baisse. Ce qui était de 7 ans, on a réduit ça pour que ça devienne un quinquennat. Et nous, on ne veut pas s'adapter à la donne qui prévaut un peu partout et on veut se singulariser, si c'est vrai, ce référendum, et qu'on veut faire remonter le mandat d'un quinquennat à un septennat, là, ça veut dire que nous ramons à contre-courant de ce qui est d'actualité. Nous ramons à contre-courant et là, on se singularise des autres pays qui nous entourent. Si au Ghana c'est 4 ans, au Burkina c'était de 7 ans, ils ont ramené à 5 ans, au Bénin c'est 5 ans et on veut maintenant un seul mandat, un mandat unique de 5 ans. Au Bénin, c'est Patrice Talon qui l'a dit, mais la réflexion est en cours. Non, la réflexion aussi est en cours pour voir si... Il y a eu également une commission qui a déjà travaillé, qui a déjà déposé les conclusions sur l'avant-projet de constitution. Oui, naturellement, mais pour voir si... on ne peut pas gérer un pays en 5 ans et partir. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi Hollande a refusé de se représenter? Il a fait 5 ans. Il estime que bon, ça n'a pas marché. Il ne se présente même pas. Ailleurs aussi, John Mahama qui est parti, il a fait combien de mandats? Il a fait un seul mandat. Malgré ce qu'il a fait au Ghana. Il est parti. Donc, dire qu'on ne peut pas venir faire 5 ans, c'est le peuple qui décide. Oui. Mais, un mandat de 5 ans, ça sonne bien à l'oreille. Renouvelable une fois. Mais si le peuple décide que ce soit un septennat, oui, donnons-lui la voix. Il n'a qu'à s'exprimer. Oui, sauf il n'a qu'à dire. Non, on connaît. Quand on parle du déverrouillage des institutions, c'est ça aussi. Il faut déverrouiller les institutions avant. Non, absolument pas. Absolument. Quand on se met dans la posture d'un septennat, c'est que quelque part, on a tout mis en œuvre pour que ça passe comme une lettre à la poste. D'où le déverrouillage des institutions dont on parle. Là, quand ces institutions seront déverrouillées, je crois que le verdict des urnes s'imposera à tous. On ne va pas passer par... Mais tel n'est pas le cas au Togo. Des trucs sinueux pour imposer
un résultat auquel le peuple ne se reconnaîtrait pas. Tout à fait. Donc, Je pense que l'argument qui a été développé par le président béninois Patrice Talon en voulant que le mandat soit unique au Bénin, je pense que cet argument-là est à saluer. Le monsieur estime que lorsque quelqu'un est élu pour un mandat de 5 ans, peut-être renouvelé une seule fois, au cours de son premier mandat, il n'arrive pas à poser les bases réelles du développement du pays. D'accord? Et il cherche maintenant à passer par tous les moyens, à passer par des moyens obscurs, de rafistolage, et chercher même pas à corrompre des gens, et puis à gagner encore un autre mandat. Et c'est au cours de son second mandat maintenant qu'il va commencer par s'activer, et puis il dit, voilà, j'ai un dauphin, je vais essayer de le positionner, et si d'aventure, s'il gagnait, donc là, je serai protégé. C'est-à-dire que lorsque vous évoluez dans ces intentions-là, moi je pense que en réalité, le premier mandat que vous avez ne compte pas. Et c'est au cours du second mandat que vous travaillez. Donc le monsieur estime que lorsque vous êtes élu président de la République pour un mandat de 5 ans, et ce mandat est unique, lorsque vous êtes là, vous avez 5 ans à travailler pour la nation. Une fois terminé, vous partez. Il y a encore d'autres compétences dans le pays qui puissent apporter leur contribution. Là, on ne permet pas aux populations de juger de votre compétence. Non, vous êtes là, non. Vous n'êtes plus comptable devant le peuple. Non, en réalité. Vous ne donnez plus l'opportunité au peuple de vous sanctionner ou de vous reconduire. Quand c'est un seul mandat. Non, mais on peut sanctionner votre parti. Oui. Si vous ne faites pas bien, celui qui vous repositionne dans votre parti ne va plus être accepté. Oui, mais c'est sur la base d'un programme. Quand on fait ce programme, on ne le définit pas en quinquennat x2. C'est pour un quinquennat. Dans 5 ans, quand je serai là, quand je serai élu président, voici ce que je ferai pour les 5 ans. On ne le fait pas à long terme, les 5 ans x2. Donc vous êtes censé, pendant la durée de votre mandat, si c'est 4 ou 5 ans, vous êtes à même de dérouler ce programme. Et pour ne pas sanctionner aussi votre parti politique, pour qu'il prenne corps. Donc je crois que dire que vous ne permettez plus au peuple de vous apprécier. L'exemple du parti socialiste en France est édifiant à propos. Aujourd'hui, voyez-vous comment les partis socialistes sont Hamon est en difficulté. Il se bouscule là. Parce que Hollande n'a pas su convaincre lors de son premier mandat. Il a créé des problèmes au Parti socialiste aujourd'hui. Et c'est de ça qu'il est question. Messieurs, merci beaucoup. On va aborder notre sujet lié beaucoup plus à la presse togolaise. Hier, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication a organisé un atelier qui, à la fin, on aura compris qu'il y a un projet de relecture du code de la presse et de la communication. Alors, 12 ans après, 13 ans après ce code, si on remet au goût du jour cette question, ça voudra dire que dans l'ensemble, on n'est pas satisfait du bilan. C'est votre avis aussi, Olivier. Satisfait du bilan, lorsqu'on veut faire un bilan, je crois que ça comporte deux aspects. Il y a l'aspect positif, c'est-à-dire ce qu'on a pu engranger de bien, de bon, et aussi l'aspect négatif qu'on appelle les passifs. Donc on appelle le passif, oui, qui regroupe tout ce qui n'a pas marché ou ce qu'on n'a pas pu faire. Donc je crois que ce qui a manqué hier donc à cette rencontre de la HAC, c'est que on n'a pas fait donc le bilan de l'actif. On s'est appesanté à faire à faire le bilan du passif, de ce qui ne va pas, de ce qui n'est pas bien. Et je comprends la A qui joue en sorte le rôle de gendarme de la presse au Togo ne se focalise en réalité que sur les travers, sur les sorties de route de la presse, et parfois n'arrive pas à apprécier l'apport à sa juste valeur, l'apport de la presse dans le processus de développement et de démocratisation de notre pays. Il faut dire que la presse a fait beaucoup pour ce pays, et ne nous trompons pas, mais aussi la presse a des tares comme toute autre structure. Alors, des tares favorisés par la dépénalisation de la presse? Non, pas forcément, parce que les pays où il n'y a pas de dépénalisation, il y a toujours des problèmes. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, on a mis en prison des journalistes parce qu'ils avaient commis des délits de presse, entre guillemets. Donc ça ne veut pas dire que la dépénalisation est quelque chose qui favorise l'irresponsabilité. Non, je ne crois pas. Même avant cette dépénalisation-là, la presse avait des tares. On arrêtait des journalistes
pour des délits. Comme aujourd'hui, on peut arrêter des gens, mais heureusement qu'il y a la dépénalisation. Avant même ce test-là, il y a des journalistes responsables dans ce pays. Oui, il y a des journalistes aussi responsables. C'est-à-dire, c'est à l'image d'une société. Donc, je crois que la rencontre venait à point nommé pour situer, nous les journalistes, sur un certain nombre de points. Mais la crainte, ou du moins en sourdine, ce que on a en filigrane plutôt, ce qu'on a vu, c'est que c'est cette envie de lever la protection sur les journalistes, et c'est ça le danger peut-être qu'il faut éviter. Justin, Anani, aujourd'hui quand on écoute les confrères depuis hier, on est en train de crier déjà au loup. Est-ce que c'est à raison ou à tort? C'est à raison, c'est moi je vais vous surprendre. Parce que lorsque vous parlez par exemple du code de la presse et de la communication, je l'ai sous ma main ici, donc c'est un code qui ne date pas de 2004. Comme quand vous écoutez les responsables de la HAC parler, vous aurez l'impression que c'est à l'issue de la prise des 22 engagements du Togo devant l'Union européenne au 14 avril 2004 que voilà, ce code-là est rentré et que c'est dépénalisé, tout et tout. Déjà en 1998, par la loi numéro 18-04 BAPR du 11 février 1998, donc le code de la presse était déjà d'actualité. Donc ce code a été modifié par la loi numéro 2000-0 du 23 février 2002, modifié par la loi numéro 2002-026 du 25 septembre 2002. Et que après, le même code a suivi également une autre modification par la loi numéro 2014-015 du 27 août 2004. Ça dit 27 août 2004, ça suppose que après la signature des 22 engagements, le 14 avril 2000, le Togo s'est engagé devant les partenaires à rentrer dans le moule. Voilà. Ça dit que quand vous prenez, parce qu'il y a plusieurs volets, les volets politiques, les volets des institutions, le fonctionnement même de la République qui était, entre guillemets, une République bananière, une République voyou. Donc, et parmi ces volets, il y a le volet de la presse où les journalistes sont arrêtés et emprisonnés. Donc, on a estimé qu'à partir de ce moment-là, il faut dépénaliser. Et ça a été dépénalisé. Et ce code est salué partout dans la sous-région aujourd'hui. Dans le monde, je dirais même. J'ai eu à échanger également un des responsables de Reporters sans frontières. Récemment, au cours de la présidentielle béninoise, j'y étais. Et le monsieur, dans les discussions, il a vraiment parlé de notre code de la presse. C'est à saluer. Maintenant, la question est de savoir aujourd'hui où est le besoin de revenir et ce volet. Oui, mais justement, quand des gens évoquent le sujet, ça veut dire qu'il y a un besoin. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, voilà. Donc, il faut trouver une solution à ce problème. Voilà, le problème se pose où? En réalité, je salue par exemple tout à l'heure l'intervention de Olivier, pour la simple raison que la HAC n'a pas pour mission d'être gendarme derrière les journalistes togolais. Je suis désolé. Si c'est l'État ou le pouvoir togolais, l'exécutif, qui exprime la volonté, peut-être qu'au sein de la HAC, on peut se constituer en défenseur contre l'initiative, contre l'idée de l'exécutif. Rappelez-vous. Oui, mais en même temps, écoutez-moi, je ne vous coupe pas, mais la HAC n'a pas pour rôle être gendarme devant les journalistes ou derrière les journalistes. En même temps, elle doit veiller à ce que les journalistes soient responsables dans ce qu'ils donnent comme information. Voilà, je suis désolé que, mon confrère le dit tout à l'heure, lorsque vous voulez faire le bilan d'une période X à une période Y, je pense qu'il faut tenir compte de deux éléments fondamentaux. Le passif et l'actif, comme les gestionnaires ont l'habitude de le dire. Mais lorsque vous présentez une situation sur un tableau et que vous avez l'intention de peindre en noir, que voilà, il y a ceci, il y a des dérives, il y a ceci, on n'arrive pas à relever ce qui est positif. Aujourd'hui, il y a un intervalle de 13 ans. Oui, forcément. Parce que moi, je dis qu'on s'achemine vers tout ce que vous avez comme intention, parce qu'entre-temps, une loi a été introduite dans le code pénal. Et que. Article 480. Tout à fait. Et qui amène peut-être à coincer un peu, à muscler un peu cette formation, cette profession, faire en sorte que quelqu'un qui arrive à un moment donné à fauter, on le met en prison, une manière de décourager plus, une manière éventuellement de fermer les radios, les télévisions, ça dit qu'en réalité, il y a un plan qui est caché derrière cette histoire. Merci beaucoup, Justin Nani. Tchakala. Non, je suis presque choqué quand j'entends ces mauvais procès-là faits contre la presse togolaise, les médias togolais,
Et jamais on n'a peint en blanc ce que nous faisons sous un aspect reluisant. Mais quand on veut parler de la presse, c'est toujours sur l'angle négatif. Bon, je plains ceux-là qui n'ont jamais voyagé pour se mettre en contact avec d'autres journalistes. Mais quand allez vous au Bénin, voyagez allez au et Ghana, que allez voir. vous vivez les réalités d'autres pays, vous vous dites, mais à quoi? Il y a une certaine exagération. Il y a une certaine exagération. On tend à nous faire croire qu'au Togo, tout ce que la presse fait, c'est mauvais, c'est noir. On viole les tests, on viole l'éthique, on viole tout. C'est ce que nous avons envie de Mais quand on dire. écoute les responsables de la HAC, on appelle la presse à plus de responsabilité. Il y a rien de mal à ça. Responsabilité Non, par attendez, rapport à quoi? Il y a rien de mal à ça d'appeler les journalistes à responsable. faire preuve de Moi, plus de ça- responsabilité. Oui, mais responsabilité par à quoi? C'est le même refrain, c'est le même thème. Tout le temps, c'est la même chose. Ça veut dire qu'à un moment, on ne fait que tirer à boulet rouge sur la presse. Mais est-ce que les gens ne prennent pas cette hauteur-là pour s'interroger quelle est notre part de responsabilité à nous institutions, à nous ministères, à nous gouvernants face à la situation qu'eux-mêmes ils sont en train de déplorer aujourd'hui. Nous ne sommes pas ces gens-là par qui le malheur est en train d'arriver à un niveau. Quand au sommet de l'État, on fait tout pour diviser, pour stigmatiser certaines presses, pour dire que telle presse est telle de tel bord, telle de tel contre bord. moi. C'est pas la presse qui l'a fabriqué. C'est des gens qui sont à un niveau qui entretiennent cela. Et ces gens-là se retrouvent. On vous dit de dire que le soleil se lève à l'ouest, vous devrez le dire parce que ça a été dicté de quelque part. Tout à fait. Donc, et ça, on parle de responsabilité. Il faudrait, si aujourd'hui on veut jeter la pierre à la presse, il faudrait que d'autres disent que non, nous devons faire notre autocritique d'abord par rapport à notre rôle joué dans la déconfiture. D'accord, oui, mais si nous aussi, nous faisons l'autocritique, Oui. nous pouvons nous apercevoir que il y a des fois où c'est pas bon. Dans la Oui, presse, c'est- c'est pas bon. oui, Et il faut avoir aussi le courage de le dire. Non. Est-ce que ce n'est pas plutôt la presse qui relance la haute autorité sur la question aujourd'hui? Franchement. En quoi faisant? Et non, je ne dis sais pas rien. que tout ce que Est-ce nous que ce ne sont pas nos agissements finalement Lesquels qui font en sorte que la haute autorité se réveille sur cette question? Non. Mais la presse togolaise n'est pas la médiocre Isidore de la Akolor. sous-région. La presse togolaise n'est pas la médiocre de la sous-région. Je partage. Oui, ayons le courage de le dire. On vient de, vous avez l'intitulé même de la thématique. Oui. On parle de bilan et on paie tout en noir. On ne fait que passer le passif. L'actif, Elle fait où? on laisse. Et à quel niveau? Mais j'y étais. J'ai eu à poser beaucoup de questions. Hier. Hier, Nous y étions. oui, nous y étions. Et après tout, ils se sont ravisés en disant que, bon, il y a de nouvelles technologies, les médias en ligne, que c'est à cause de cela qu'on veut revisiter les tests. Non, c'est le juste prétexte. Oh, non, mais je préfère que je fasse la restitution. Et je trouve que si c'est dans ce sens, il n'y a pas de problème. Mais à écouter les procès que ces mêmes-là font à la presse togolaise, on se dit que mais il y a anguille sous roche. C'est à cela que moi je suis inquiet. Il y a une intention. L'inquiétude est toujours là. Il y a une intention. On parle de dépénalisation de la presse togolaise. Le code n'est pas dépénalisé dans sa globalité. Si Non, vous, il y a des peines de prison. il y a des peines de Ouais, prison. tout à fait. L'article 83, Oui. 85, 86, 87. C'est pas que moi je l'ai amené, c'est parce qu'on n'a pas le Mais- personne. On va rentrer Donc, dans les détails. l'amende, vous La n'allez amende. pas la payer. Oui, oui. Vous Oui, allez oui. payer par la contrainte du Au corps. contraire du corps. Donc, tout cela, on a l'impression que, bon, peut-être c'est pour protéger certains intérêts qu'on veut ramener, qu'on veut encore. Non, mais quel serait l'intérêt de Pitan Tchala et son équipe Bon, aujourd'hui l'intérêt. à protéger certains Non, intérêts? bon, Comme l'intérêt, vous le c'est dites. que, bon, il y a diffamation, on ne fait pas trop de recoupement et on insulte les institutions, les responsables des institutions. Vous voulez que Voilà quand le il y a procès. diffamation, qu'on laisse tomber? Non, il y a des peines qui sont prévues pour ça. Et alors? Oui. Ah bon, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Au lieu de chercher à emprisonner le journaliste pour ça. C'est en cela que je dis que c'est Le pernicieux. code est là. C'est pernicieux. Nous n'allons pas faire un bond en arrière. C'est en cela que je dis que mais ça ne va pas. Et aussi, on nous fait le procès que nous ne faisons pas le recoupement. Est-ce qu'il y a une loi d'accès à l'information publique? Oui.
c'est voté. Oui. Mais il n'y a pas encore le décret d'application. Et nous qui nous essayons un peu dans l'investigation, on a tous les problèmes du monde pour avoir accès à l'information publique. Mais comment voulez-vous? Combien de fois la presse togolaise n'a pas dénoncé des rétrocommissions et autres? Je m'en donne pour preuve. La voix Lomé Vaughan en foin. Mais qu'est-ce que le ministère public a pu faire? Regardez tout ce qui se passe en France. Toute dénonciation de la presse, ça tombe dans le domaine public. Oui. Et c'est la justice qui s'en saisit pour pouvoir faire des enquêtes. Pas plus tard qu'hier. Mais pas plus tard qu'hier. Le ministre a démissionné. Le ministre a démissionné. Ouais. Au Togo, c'est comme si, bon, c'est les journalistes qui inventent des faits, alors que les faits sont là. La route est toujours là, en l'état. Non, aucun Isidore, au-delà même de cette route, il y a un sérieux problème qui s'est posé. Des enquêtes, des tests ont été menés. Cette histoire de tilapia contaminée, voilà. C'est un problème de santé publique. Les gens, si une frange de la population avait consommé ces choses-là, ça aurait des incidences sur sa santé. C'était avéré. On est allé même incinérer ces poissons. Oui. Mais à un moment, le pouvoir public ne sait jamais. Le ministère public ne sait. Il y a pas de suite. On devrait s'auto-saisir de cette affaire-là, mener les investigations. La presse l'a révélé. L'a révélé. Au bout du fil, si c'était faux, on n'aurait pas incinéré. Il y a plein de trucs. Donc, vous voulez que nous fassions comment notre travail? Je ne sais pas. Non. Il faut dire que, en tout cas, parler de relecture et de remise en cause de cette de cette loi sur la dépénalisation serait revenir à 100 ans en arrière, hein, donc, parce que c'est un test dont le Togo est fier et nous sommes fiers en tant que journalistes et c'est la seule fierté d'ailleurs même qui nous reste. En réalité, même quand on pose le débat en ces termes, si on est correct responsable, on ne devrait pas quand même paniquer. Non, il y a en réalité quelqu'un, il y a en réalité quelqu'un qui a dit la même chose hier, mais il faut dire que ce sont des acquis démocratiques et qu'on les applique ou pas, je crois que ce sont des terreaux qu'on ne peut pas abandonner. En tant que amoureux donc de la liberté et des droits, je crois que ce n'est pas parce que dans un pays on ne viole pas les droits de l'homme qu'il n'y a pas de tests qui protègent les gens. C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, les tests sont là pour veiller à ce que ceux-là qui ont envie et ont tendance à violer aient peur. Voilà. C'est la peur du gendarme. Ce n'est pas parce que, oui, nous... Non, ce n'est pas ça. Je crois que remettre en question cet acquis-là serait un recul. Et c'est ce que nous disons. Et le journaliste que nous sommes en réalité des veilleurs, hein, donc, et des sentinelles, hein, sur je sais pas, sur le chantier de la démocratie. On ne peut pas laisser faire. Ça, c'est un. Maintenant, l'argumentaire qui est selon lequel on veut intégrer les journaux en ligne, tout ça là, nous on le défend et on prend ça à notre compte parce que pour les états généraux de la presse, je crois que nous tous nous avons débattu de ça. On a même mis la nécessité de revoir, de relire ou bien la rélecture donc du code de la presse pour intégrer tout cela parce que le monde de la presse a tellement évolué que on est au Moyen-Âge aujourd'hui. Où sont les conclusions de ces états généraux aujourd'hui? Et c'est ça qu'on veut mettre en œuvre. C'est une partie des conclusions. C'est une partie des conclusions. On vit au Moyen-Âge aujourd'hui. En réalité, en matière donc de tests qui encadrent le travail de journalistes, on vit au Moyen-Âge. Il faut évoluer, mais faut pas se cacher derrière cela pour remettre en cause. Et je sais que la HAC est si intelligente. Ceux-là qui sont devant sont si intelligents qu'ils ne peuvent pas prendre ce risque-là. Peut-être qu'on les a pas bien compris. Peut-être qu'on les a pas bien compris. Oui, ils ont le bénéfice du doute. Moi, je ne partage jamais. Ils ont le bénéfice du doute. Ils ont le bénéfice du doute. On ira à la réalité tout en étant... puisque la HAC aussi a annoncé une rencontre. Oui, le débat est lancé sur cette question de relecture. Il me semble que c'est pas clos.
Ça vient Non, à peine non, commencer. non, mais c'est sûr, à écouter préparer les esprits. à écouter les responsables, c'est quand si on veut remettre en cause ces acquis-là. Et c'est en cela que ce serait très dangereux. Il a été interpellé, M. Pitang Tchala, pour avoir été l'artisan de ce coup. Oui, naturellement. Il ne faudrait pas que ce soit lui qui revienne encore mettre en cause les acquis de ce code. Et ce qu'il faut relever, est-ce que la HAC remplit véritablement sa mission? Parce que la HAC est là pour protéger avant tout les journalistes et aussi procéder à des formations. Mais ce que moi j'ai pu relever... Il n'y a pas de sanctions, il y a des sanctions. Mais il y a des sanctions, il y a des sanctions, il y a des sanctions. Dans le code ici. C'est pour réguler, c'est pour réguler. Ça, personne ne l'empêche. Tout ce qui est là, il y a des dispositions pour pouvoir réguler la presse togolaise. Mais en parlant de la formation, est-ce que la HAC s'y investit véritablement? Non. Ce qu'on peut reprocher et dans nos écrits, c'est que nous faisons une confusion des genres. C'est en cela qu'il faut renforcer la capacité des journalistes. Et si la HAC s'y prenait, moi je dis que la presse togolaise n'est pas la médiocre de la sous-région. On a eu à participer à des colloques, on a eu à participer à des séminaires, mais les journalistes togolais émerveillent les autres, sauf que nous n'avons pas des mesures d'accompagnement. Cela aussi, il faut le relever. Au Bénin, ils sont à 1 milliard près de l'aide de l'État à la presse. Nous sommes à combien? 75 millions. 75 millions. Non, qui va être porté à 200 selon les informations. Qui va être porté à 200. 200 combien? 200 milliards. 200 millions. 200 millions. Ah, ok, autant pour moi. Au Sénégal, on alloue 50 millions à un organe qui refuse de prendre. Oui, les réalités ne sont pas les mêmes. Ah bon? Ah bon? Et une chose que je vais vous relever. Quand on parle de professionnalisation, la professionnalisation est fille de l'indépendance financière de l'organe. Ah, mais écoutez, vous n'allez pas demander à la HAC de vous chercher les moyens de votre subsistance. Non, pas les moyens de notre subsistance, mais créer les conditions. Il vient tout de suite de le parler. Combien la presse vit souvent partout ailleurs, hein, de la publicité. Oui. Aujourd'hui, comment se dispatchent les publicités et à quel coût, à quel prix? À quel prix? Posons-nous cette question. Messieurs, merci beaucoup sur ce sujet. Je voulais qu'on aborde. Vous voulez ajouter Non, j'aimerais seulement placer un seul mot. J'ai un confrère dont je voudrais taire le nom, avec qui on a travaillé. Aujourd'hui, il est à l'extérieur. Il est revenu tout récemment, il a dit il faut être fou pour continuer par exercer ce métier-là dans ce pays. Ce qui se passe là, moi je dis ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pour rien qu'on organise une rencontre, on parle de la réalité et tout. Il y a forcément une idée qui est cachée derrière. Maintenant, il revient à... pour vous, une façon de préparer l'opinion. Ah oui, moi je connais bien ce régime. Je connais bien ceux-là qui animent même la vie des institutions. Je les connais un à un. Donc, M. Pitang Tchala et les autres et tout. Moi, je connais les gens. Donc, tel que la machine est enclenchée, rien ne me surprend. Et vous allez apprendre demain ou après demain. Non, ça n'arrivera pas. Je vais vous donner des preuves. Je suppose que cela ne puisse pas arriver. Mais moi, je dis que rien ne me surprendrait si demain ou après-demain, des dispositions sont prises pour ramener ce qui a été arraché comme un acquis et qu'on ramène parce que c'est le retour au galop des années antérieures de dictature. Si l'intention y est, cela ne me surprendrait pas. Si l'intention y est, ça ne va pas se réaliser pour deux raisons. D'abord, le Togo ne va pas reculer au niveau de la promotion de la liberté de presse. Surtout que le Togo postule au MCC, Millennium Challenge Corporation. C'est vraiment des choses à prendre en considération. Ils sont encore dans nos murs. Ah oui, ils sont encore dans nos murs. Et s'ils entendent ces soubresauts, ce serait une mauvaise presse. Et malgré tout ça, LCF et CTFM sont fermés. Non, ne revenons pas sur ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème sur lequel on ne va pas revenir ici. Et autre chose, et je crois que dans la sous-région, notre code est salué. Nous avons le meilleur code de par le monde, même si... Ça peut dissuader les gens juste parce que le code est meilleur. Est meilleur, c'est à cause de là que nous arrivons si même à engranger. On n'allait même pas poser le problème de la relecture. Non, là, ils nous ont rassuré que c'est pour intégrer les médias, les nouveaux médias. Donc on attend de voir. Mais je vous jure que si l'intention y est, ça ne va pas se réaliser parce que c'est nous-mêmes qui allons faire cette relecture.
Parfait. Bon, moi, je ne fais pas la même lecture. Merci beaucoup. Alors, Olivier, Olivier, alors sur l'autre sujet, on a 5 minutes environ, c'est l'éducation, la crise dans l'éducation. Finalement, après 5 mois de dure bataille, le gouvernement a accepté, concéder quelque chose aux syndicats, ce qui a le mérite quand même de les apaiser provisoirement, si on peut le dire ainsi, puisque ces prochains jours, les cours se déroulent normalement, et donc il n'y a pas des élèves dans la rue. Est-ce que on va maintenir cette accalmie jusqu'à la fin de l'année? Non, mais on n'a pas le choix. Il faut maintenir cette accalmie parce que une partie de l'année donc a été consacrée donc à faire des grèves et à faire pression sur le gouvernement. Et je crois que le gouvernement entre-temps donc a été laxiste, mais il s'est repris et surtout devant la détermination donc des syndicats en face, il a fallu, ou bien en tout cas le gouvernement était obligé d'aller vers un accord, et un accord certes qui n'est pas totalement satisfaisant pour les syndicalistes, pour les enseignants, mais on a aussi compris que ce sont des gens responsables et qui ont bien donc voulu donner encore une chance au gouvernement de prouver sa bonne foi, et même si au sein même de ces syndicats, il y a des difficultés de compréhension et d'appréciation. Le coordinateur de la CZ a été, je dirais, fléché au lendemain donc, de cet accord, parce que d'aucuns le présentaient comme un vendu, puisque au Togo, on a vite de vous étiqueter parce que vous avez donc estimé qu'il faut faire ci, il faut faire ça, donc vous êtes déjà un vendu. Les gens n'ont pas compris donc la position de monsieur Achouacha, mais je crois que c'était la bonne position. Il faut donner la chance au gouvernement de prouver sa bonne foi, et la bonne foi se mesure donc à l'aune donc des promesses, et au 1er avril, on verra bien si le gouvernement va tenir donc sa promesse et puis continuer les discussions. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a un moratoire donné au gouvernement togolais. Ils ont 4 jours. Il me semble que ça prend fin le vendredi prochain. Il faut libérer les élèves emprisonnés au niveau de Dapawon. Il va falloir clarifier certains points qui restent flous pour les enseignants. Est-ce qu'on ne fait pas vite de nous réjouir qu'un accord a été trouvé? Non, un accord, il a été trouvé, et puis cet accord a scellé le retour à la normale au niveau de nos différents établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que c'est pas trop tôt de parler d'un accord? Oui, à partir du moment où ceux qui ont été intrépides, ceux qui ont tenu toujours pendant longtemps, pendant 39 jours, le flambeau de la grève toujours allumé, ont dit que non, quand même, tout ce qu'ils ont eu à demander, ils ont eu une bonne partie de ça, et que ce qui reste aujourd'hui, c'est les précomptes et le statut particulier. Donc ça veut dire que les gens essayent de mesurer et tout ce qu'ils ont pu obtenir. Et s'ils ont décidé aujourd'hui quand même de reprendre les cours, je crois que la peur a changé de camp. La peur se trouve maintenant dans le camp du gouvernement, parce que il y a un engagement à tenir, il y a une parole à respecter. On avisera. Les gens là vont voir si tout ce que le pouvoir a pris comme engagement, il va le respecter à partir du 1er, et peut-être mettre une cellule de veille par rapport à ces questions essentielles-là, voir ce qui ne va pas. Et il ne faut pas attendre que la situation pourrisse d'abord. En fait, c'est qu'à un moment, on a cru que l'enlisement aurait raison des mouvements. Mais on s'est rendu qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, ce mouvement se dopait un peu plus. Et quand il prenait certaines régions jadis épargnées par ces mouvements, c'est ça qui a poussé le gouvernement à dire que non, on ne saurait trouver des justes solutions sans composer avec la CZ. Parce qu'un temps, un cadre avait été créé et on avait exclu même la CZ. Et c'est là que la grève a connu une certaine ampleur. Aujourd'hui, il faut composer avec tous les syndicats. Il ne faut pas créer cette politique d'exclusion. Et nous sommes là, nous avons avisé, nous avons applaudi que finalement, on a sauvé l'année. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des questions qui sont là. Merci. Isidore. Non, on va prendre le gouvernement au mot. Moi, je salue cette accalmie, je l'appelle accalmie, pour voir l'évolution. Et si le gouvernement peut respecter ses paroles données,
Et vivement que ce soit ainsi pour pouvoir sauver l'année. Je ne crois pas que l'année est encore sauvée, puisqu'il y a encore des soubresauts. On parle de la libération des élèves à Tapaon, de la restitution des précomptes. Oui. Et pour le statut. Et on sait que quand il s'agit de l'argent, au niveau des enseignants, ils sont intraitables. Ils sont intraitables. Bon, on attend de voir, mais tout compte fait, c'est ce que j'en appelais depuis à ce gouvernement de régler le problème. Et il en a mis du temps. Heureusement qu'ils se sont assagis pour pouvoir régler le problème en partie. Maintenant, la balle est dans leur camp et on avisera. Nous sommes là. Justin Anani. Non, moi je n'ai pas grand-chose à dire. Seulement, je déplore que quelque part, il n'y a pas la cohérence dans la démarche au niveau des enseignants, c'est tout. Parce que ce qui est la cohérence par rapport à leurs revendications, par rapport à ce qui a été dit, et qu'au finish, aujourd'hui, les élèves sont encore en détention, et puis on a accepté, au moins ne serait-ce que exiger à ce que les élèves qui sont en détention soient libérés. Oui, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Dans le mémorandum, ça vient écrit. Mais attention, on libère les enfants. Les élèves sont toujours en détention. Pourquoi ne pas libérer les élèves avant qu'ils ne reprennent le cours? Ah oui, parce que la liberté n'a pas de prix. Ah oui, ça peut être une pression. Ah oui, ça peut être une pression terrible. Oui, au-delà du fait que vous allez vous retrouver avec les 10 000 francs de plus ou les 8 000 francs de plus par rapport à ce que vous gagnez, alors qu'au départ, ce que vous avez comme revendication sur le tapis, bon, le gouvernement n'arrive pas peut-être ou n'a pas véritablement la volonté de pouvoir poser les bases. Mais si vous avez accepté de prendre les 10 000 francs de plus, les 8 000 francs de plus, ne serait-ce qu'au moins que les élèves là qui sont toujours en détention soient libérés. C'est là où moi je dis que je n'arrive pas à voir véritablement la cohérence dans leurs actions. Chacun parle de son côté au niveau des organisations et ainsi de suite. Bon, on attend de voir. Monsieur, merci beaucoup. Justin Anani, l'administrateur du site togovision.com, Olivier Adja, le patron de l'agence de presse Afripresse, Isidore Akola, le patron du journal Actu Express, et Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. Jax Prosper était à la réalisation. Appelez-moi Eric Gato. À très bientôt. Au revoir.